Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le Premier ministre a décoré donc ce matin le général de l'Union internationale des télécommunications en mission à Djibouti. Et seconde édition de la marche de la paix pour commémorer le 23e anniversaire de l'accord de paix d'Abaa. Aux nouvelles du monde, accélération à un rythme exceptionnel du réchauffement climatique, nous en parlerons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la décoration de Monsieur Zhao, donc secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré de l'ordre du 27 juin au grade de commandeur M. Zhao à l'occasion de sa visite dans notre pays. Le récipiendaire dirige l'UIT depuis sa prise de fonction en 2015 et diplômé de l'Institut des postes de télécommunications de Nanjing en Chine. Il a œuvré en faveur de l'élargissement de la composition de l'UIT et à l'accessibilité des TIC. Le champ de compétences de l'UIT est très varié, donc à savoir l'accessibilité de la TIC pour tous, donc la cybersécurité, la mobilisation des ressources contre la fracture numérique, la politique gouvernementale, l'Internet, l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des femmes, des jeunes filles grâce aux TIC et enfin le programme en faveur de la jeunesse et l'établissement universitaire. Pour toutes ces initiatives et promotions que le Premier ministre a élevé M. Ho Ling au rang de commandeur dans l'ordre du 27 juin. Et donc, dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication a également reçu dans son bureau le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, M. Zhao. Les deux responsables ont discuté des voies et moyens de renforcer les relations entre les deux parties dans le domaine des télécommunications et des TIC. Les parties donc se sont échangées quelques cadeaux. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a félicité les responsables des télécommunications djiboutiennes que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nouvelle technologie, nouveaux services, il y a pas mal de choses à faire. Donc on voudrait encourager nos membres de l'État, nos membres de l'industrie, le business, travailler ensemble pour encore développer notre technologie et services de communication. Le ministre de la Communication s'est réjoui de la portée de cette rencontre avec le responsable de l'Union internationale des télécommunications. Voici ses propos. Je me réjouis à mon tour d'accueillir une grande personnalité comme M. Ho Ling Zhao, qui est le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, qui a pu ménager son agenda trop chargé malgré tout. Comme il nous a affirmé, c'est sa première visite de l'année 2018 d'un pays dans le monde. Il a préféré Djibouti parce qu'en ces derniers temps, notre pays est un pays qui est en pleine croissance, au plein développement, surtout du côté du numérique. La présence des puissances militaires a attiré tout le monde, à compter par les investisseurs internationaux. D'où vous avez vu qu'il y a un mois de cela, c'était la secrétaire générale du FMI qui nous a rendu visite, Madame Christine Lagarde. Aujourd'hui, vous voyez les responsables de la plus ancienne institution onusienne, qu'est l'Union internationale des télécommunications. C'est pas par hasard, c'est parce que Djibouti est un pays qui est très remarqué en ces derniers temps. Et ça attire toutes les grandes personnalités. Et direction la ville de l'Unité avec la commémoration du 23e anniversaire de l'accord de paix d'Abaa. C'est entre le gouvernement djiboutien et le FRUD en 1994. Pour nous en parler sur ce plateau avec nous, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous. Qu'en est-il donc de cette seconde phase, donc de cette seconde marche de la paix, donc qui commémore le 23e anniversaire de l'accord de paix d'Abaa? Eh bien, Ferdous, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition de cette marche historique de la paix de Dabaa. Des milliers de Djiboutiens ont participé à la marche en présence du haut personnalité, dont le président de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement. La journée fut émouvante, en pleine d'émotion à Abaa.
Les participants ont été sensibilisés sur la culture de la paix et la consolidation des relations d'interdépendance. Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage à la politique de sagesse du président Guelleh, qui a été un acteur clé de cet accord. Avant de commencer la deuxième marche de la paix de Dab'a, les participants se sont rendus sur le monument dressé en mémoire de cet accord de paix. Pour sa deuxième édition, les participants étaient nombreux, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ont parcouru une distance de 8 km à partant de la colline en contrebas d'Ab'a avant de revenir au point de départ dans la plaine de Hanlé. Merci donc Samatar pour ces précisions. Et donc pour vous, nous avons recueilli cette impression de certains participants qui ont donc participé à cette marche destinée à commémorer cet accord historique. Nous sommes aujourd'hui à Ab'a pour entretenir en fait la paix et aussi léguer aussi donc cette culture de paix à la génération future. Donc la paix, c'est quelque chose qui se nourrit, qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de stabilité. Sans la paix, on ne peut pas développer le pays, comme je disais tout à l'heure. Et sans la paix, il ne peut pas avoir d'éducation, il ne peut pas y avoir de structures de la santé. Donc la paix, c'est la base de tout. C'est la base d'un être humain. C'est la base de savoir-vivre. Donc s'il y a la paix, il y a tout. Donc aujourd'hui nous avons la paix, c'est à nous de la nourrir, c'est à nous de la transmettre. Donc cela prouve que aujourd'hui notre présence ici prouve que nous sommes tous donc là pour renforcer, pour consolider la paix, cette culture de la paix. Donc et nous voulons aussi que la génération future donc du coup s'approprie de cette culture de paix et transmette aussi aux générations futures. Il faut que ça soit donc comme la roue tourne. Il faut que ce soit quelque chose qui tourne. Nous, on va partir. La génération derrière nous, ils vont prendre le relais. La génération derrière vont prendre aussi d'autres relais. Donc, nous sommes là pour transmettre. Et je suis fier aujourd'hui de participer donc à cet événement de la marche, comme on appelle, de la paix d'Ab'a. Et je remercie infiniment donc les organisateurs donc de cette marche de la paix, qui est, je pense que nous sommes à la 23e anniversaire donc de la paix historique d'Ab'a, la paix de Brave comme on dit. Et c'est une deuxième édition aujourd'hui. Donc, bravo donc à tous les participants. Et j'espère que l'année prochaine aussi, nous serons tous au rendez-vous, Inch'Allah. Ab'a constitue le symbole de la paix. Pourquoi le symbole de la paix? Parce que c'est à Ab'a qui a été signé l'accord de paix entre le FRUD et le gouvernement en 1994, sans que personne n'intervienne. Ce fut un pas de géant à cette époque, et c'est à cause d'Ab'a si aujourd'hui Djibouti est développé, c'est à cause de cette paix. Et vive la paix. Vive Djibouti. Nous savons que c'est grâce à notre président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et nous le remercions. Je dirais aux jeunes et à toutes les composantes de la société djiboutienne de sauvegarder la paix, de travailler dans le sens de la paix, et puis d'entretenir cette paix chèrement acquise. Autre actualité de ce 22h avec cette cérémonie de lancement de la revue stratégique sur la sécurité alimentaire en République de Djibouti, et ce avec l'appui des organisations des Nations Unies telles que le PAM, qui a mis en place des actions pour lutter contre l'extrême pauvreté et la famine en République de Djibouti, et ce donc afin d'atteindre l'objectif zéro faim donc fixé par cette agence onusienne. Qu'en est-il donc, Samatar? Eh bien, Ferdous,
Ce projet a pour objectif de revoir la stratégie de feuille de route intégrée pour lutter contre la malnutrition. Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Culture, la représentante du Programme alimentaire mondial, le directeur de la division des politiques et programmes du PAM, et ainsi que la coordinatrice résidente des Nations Unies, Mme Barbara Menzi. Autre dit principal de la revue stratégique à Djibouti, qui n'est d'autre l'ancien Premier ministre, M. Dileta, Mohamed Dileta. La République de Djibouti, avec l'appui des organisations onusiennes telles que le PAM, a mis en place des actions différées pour lutter contre l'extrême pauvreté, de redistribution des fruits de la croissance et de promotion pour l'emploi. Cette revue est l'objectif de la vision 2035 déployée par le gouvernement et déclinée en stratégie de promotion de la croissance pour l'emploi. Ferdous. Merci. Donc, pour ces précisions et dans leurs interventions respectives, la directrice régionale du PAM et la représentante du PNUD, Mme Barbara Menzi, ont énuméré les objectifs à atteindre en cette seconde phase, et ce avec la participation et la mobilisation de tous les acteurs clés dans le gouvernement pour ces efforts en faveur de la sécurité alimentaire et de la protection sociale. La revue stratégique a identifié les actions prioritaires pour atteindre le ODD 2. Ces actions prioritaires informent le plan des acteurs et des partenaires nationaux, y compris le PAM et les autres agences des Nations Unies. À Djibouti, nous sommes très heureux que l'ancien Premier ministre de l'État soit le principal moteur de cette importante revue stratégique. Sous son pilotage et sa coordination, un certain nombre de partenaires clés du gouvernement, des agences des Nations Unies, de la société civile et des représentants du secteur privé seront représentés. L'équipe, sous sa direction, a une tâche énorme devant elle dans le mois à venir. C'est le lancement de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition en vue de la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2, fin 0, est un des éléments constitutifs de ce que c'est le business des Nations Unies et de nous tous ici à Djibouti. Je remercie vivement les organisateurs de m'avoir associé à cet événement, et naturellement l'objectif de la revue stratégique fin 0 est un exercice indépendant, comme on le sait, analytique, consultatif et surtout inclusif, qui est très important dans ce qu'on est en train de faire, pour fournir une compréhension complète et détaillée du contexte national en termes de sécurité alimentaire, de nutrition, de protection sociale et de résilience. Il y a eu beaucoup d'efforts menés par le gouvernement dans ce sens-là pendant les années. C'est bien qu'on regarde où l'on est et comment on peut collectivement aider à avoir plus de progrès. La revue permet aussi de faire l'état des lieux en donnant une visibilité aux réalisations, à ce qui manque encore à faire, et faire des propositions d'actions prioritaires pour une meilleure collaboration entre le gouvernement de Djibouti et ses partenaires dans le but de faire des progrès significatifs vers l'atteinte de l'objectif 1.0. Le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a dans un mot prononcé lors de cette réunion sur la sécurité alimentaire, s'est dit confiant dans cette démarche vers l'éradication de la faim et de la malnutrition, et ce grâce aux moyens technologiques et aux réformes structurelles qui permettront l'augmentation de la productivité. Je vous propose d'ailleurs de suivre son intervention. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à l'occasion de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition fin 0 qui sera lancée aujourd'hui au sein de cette auguste assemblée. Je voudrais dire que nourrir la planète, nourrir la République de Djibouti sont des défis qui sont aujourd'hui lancés et qu'il va falloir résoudre jusqu'à l'horizon 2030 l'éradication de la famine et de la malnutrition. C'est vrai, il y a beaucoup de pays qui sont arrivés, je me rappelle, vers les années 60, on parlait de l'Inde, où la famine était quelque chose de structurel.
d'autres pays d'Afrique, mais on peut résorber, on ne peut pas éradiquer à zéro, mais on peut résorber la famine et la malnutrition. C'est quelque chose de possible. Par la technologie, par des réformes structurelles, par, je dirais, la productivité qui augmente, les populations qui ont un capital humain qualifié, le niveau d'éducation et de la santé qui augmente, beaucoup de choses peuvent être faites. En ce qui concerne la République de Djibouti, comme la sécurité alimentaire est transversale, une partie, c'est le secteur primaire qui s'occupe, et comment nourrir la République de Djibouti. En tout cas, au niveau déjà de l'intérieur du pays, nous essayons de convertir la population pastorale en agro-pasteurs sédentaires. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est réjoui du soutien du PAM dans l'éradication progressive de la faim et par la même occasion énuméré les moyens mis en place par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. Je suis très honoré ce matin de procéder avec vous au lancement de la revue stratégique de l'objectif durable de développement numéro 2. Cet objectif relatif à la lutte contre la faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire représente un défi majeur. En effet, le continent africain et en particulier les pays subsahariens sont durement affectés par les changements climatiques. Comme vous le savez, la société rurale djiboutienne a un mode de vie pastoral qui repose essentiellement sur le nomadisme et l'élevage. Mais avec la disparition progressive des cheptels, ces populations rurales viennent grossir les quartiers périphériques de la capitale et des chefs-lieux de la région. Cet exode implique des conditions de précarité et d'extrême pauvreté dans des zones où vivent déjà des populations vulnérables. Bien entendu, depuis plusieurs années déjà, notre gouvernement est à la tête des départements ministériels, le ministère de l'Agriculture, dirigé par le ministre Mohamed Awale, qui vient d'expliquer brillamment la politique nationale que nous sommes en train de mener en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition. Notre gouvernement a mis en œuvre des politiques de lutte donc contre l'extrême pauvreté, de redistribution des fruits de la croissance et de la promotion de l'emploi. C'est tout l'objet de la vision 2035 déployée par le gouvernement et qui se décline en stratégie de promotion de la croissance pour l'emploi. Cette revue, telle qu'énoncée dans la note conceptuelle préliminaire, me semble tout à fait nécessaire. Elle devrait permettre au cours des 6 prochains mois de procéder à une évaluation indépendante et consultative sur les actions entreprises au niveau national afin de parvenir à l'objectif 2 du développement durable. Par ailleurs, cette revue participative et analytique confiée à l'ancien Premier ministre, son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita, personnalité expérimentée en matière de gouvernance et de développement, devrait nous permettre de dégager un plan d'action afin de consolider les acquis en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Et en clôturant la série des interventions, l'ancien Premier ministre et coordinateur principal de la revue stratégique à Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, est revenu sur les objectifs de la mission du PAM pour lutter contre la faim. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette cérémonie de haut niveau consacrée au lancement de la revue stratégique de l'objectif de développement durable 2, fin zéro en République de Djibouti. Madame la représentante résidente du PAM, avant tout, je profite de l'occasion pour vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée personnellement en me confiant la responsabilité de piloter les travaux de cette revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition. J'exprime également toute ma gratitude au président de la République qui a soutenu votre proposition. En ma qualité de coordinateur principal, je voudrais donc, à mon tour, souhaiter à vous tous la cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence la présente cérémonie qui nous permet de nous rassembler autour d'un programme
d'envergure, de portée significative pour l'amélioration durable des conditions de vie des populations à la base et des groupes les plus vulnérables. Je me réjouis assurément de constater dans cette Assemblée autant de personnalités aux compétences variées mais complémentaires, des professionnels des questions agricoles, mais également socio-économiques, des diplomates et experts de haut niveau soucieux de s'engager dans ce partenariat national. C'est également le lieu de saluer la présence significative qui vient de nous quitter, mais du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, preuve d'une réelle volonté politique exprimée au plus haut niveau et qui témoigne de l'engagement de tous pour un développement qui ne laisse personne sur les côtés et qui cherche à conduire à l'amélioration des conditions de vie de tous les Djiboutiens. Et direction cette fois la ville de Tadjoura où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de 100 collègues de la décentralisation, a sillonné ce jeudi successivement les localités de Ronda, Dora, Moudo et Boa. L'occasion pour lui de s'enquérir du travail pédagogique et des prestations des enseignants. Ces derniers l'ont par ailleurs longuement renseigné sur la scolarité de leurs élèves et les défis qu'ils doivent relever. Moustapha Mohamed Mahmoud a ensuite visité les cantines et les réfectoires des écoles pour constater de visu les difficultés engagées et les travaux d'amélioration de la qualité des prestations fournies. Puis le ministre a inauguré la nouvelle école du village de Bois se situant au pied du mont Moussa Ali. Il a également offert d'importants lots de denrées alimentaires composés de dattes, de riz, de sucre, de farine, d'huile et d'autres aliments de base. La cérémonie d'inauguration a été donc agrémentée d'un déjeuner d'honneur offert par la communauté locale à la délégation ministérielle. asakuna waysa asaki maha muhimmik tanayro kadayro wuka kinimi bu yahiskolihu fakotu waysay. Éducation toujours, où le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a participé du 15 au 18 janvier dernier à Dakar à la réunion ministérielle sur les centres d'excellence en Afrique organisés par le Sénégal en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Ces centres sont destinés à la formation dans les domaines de l'enseignement supérieur. Djibouti abritera le seul centre d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Est. Le ministre a remercié la Banque mondiale qui nous soutient dans ce processus de création de ce centre qui va accueillir les meilleurs étudiants djiboutiens et étrangers de la région. Durant son séjour à Dakar, le ministre a rencontré les étudiants djiboutiens pour un échange fructueux sur les améliorations de leurs conditions d'études au Sénégal. La signature de cette convention a été une réunion de partage d'expériences. Djibouti est un jeune pays, mais un pays qui a déjà beaucoup d'initiatives. J'ai été là-bas et j'ai beaucoup apprécié les initiatives de mon collègue dans le domaine du numérique, dans le domaine du calcul scientifique et aussi cette volonté gouvernementale de construire un enseignement supérieur de qualité et en adéquation avec les potentialités et aussi les ambitions économiques de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur djiboutien, Dr Nabil Mohamed, a remercié la Banque mondiale et son homologue sénégalais pour leur soutien dans l'ambition de notre pays d'abriter le premier centre d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Est. Dans ce cadre-là également qu'on a signé ce matin cette convention de la plus haute importance pour voir comment on peut optimiser, je dirais, nos ressources humaines, nos idées, nos connaissances et comment faire que des enseignants sénégalais ou djiboutiens puissent intervenir dans les différentes universités des deux pays, mais également l'accueil des étudiants, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Nous allons également réfléchir avec le ministre sur la possibilité de conduire des masters
et des doctorats communs qui puissent donc permettre à nos étudiants de se connaître davantage et de connaître plus nos pays. Encore une fois, je remercie le ministre de l'Enseignement supérieur, ses collègues, et pour leur accueil, leur gentillesse et le partage d'expériences qui nous ont permis d'aller de l'avant. Et sport, cette fois après les régions de Dikil et d'Ali Sabié, c'est au tour du Nord où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné de son collègue de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, les autorités régionales, à savoir le préfet de la ville blanche, M. Abdelmalik Mohamed Banouta, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, ainsi qu'une forte délégation, a dû procéder au lancement de la deuxième phase de la Ligue régionale au grand terrain synthétique de Tadjoura. Donc il a été noté que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et le ministre de la décentralisation ont donné le coup d'envoi de cette deuxième phase de la Ligue régionale des sports. La jeunesse et le sport, en collaboration avec le conseil régional de Tadjoura, c'est le message que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a voulu véhiculer. Et la jeunesse de Tadjoura a répondu aujourd'hui massivement. On voit avec l'immensité de la foule. Les différents présidents de Ligue ont organisé toutes ces belles prestations. Et il faut que maintenant ils continuent. Et le ministère de la jeunesse et au sport doit les accompagner, les encadrer, les former. Donc, il faudra former les arbitres, mais aussi les entraîneurs. Santé cette fois avec les activités de la caravane médicale et chirurgicale qui poursuit sa visite dans les domiciles des malades souffrant de pathologies chroniques ont été planifiées et exécutées par l'équipe du CMH de Tadjoura. En effet, au cours de ces opérations de visite à domicile, le médecin-chef, donc Dr Abdelrahman et sa collègue Dr Madina, se sont en effet déplacés jusqu'au chevet des malades à Liti avec la mobilisation d'une logistique importante en personnel soignant, mais également au moyen des ambulances du SMUR. L'objectif étant de prodiguer sur place des soins à domicile pour ces malades alités et le cas échéant assurer leur transport dans des conditions optimales vers le CMH en vue de les faire consulter par les spécialistes de la caravane. Une véritable aubaine pour les habitants de cette région qui ont réellement saisi cette occasion unique et en affluant massivement au CMH afin de bénéficier des consultations et des soins spécialisés qui sont prodigués par les caravaniers de la santé. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler donc avec vous, Hussein Aouled. Bonsoir Hussein Aouled, du réchauffement climatique et notamment du cri d'alarme de l'organisation météorologique donc mondiale. Les 3 dernières années donc ont été les plus chaudes sur Terre. Effectivement, donc Fardou, c'est le réchauffement de la planète, donc il s'accélère donc à un rythme exceptionnel, s'inquiète donc l'ONU. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, annoncé donc l'organisation météorologique mondiale. Des incendies aux inondations passant par la sécheresse et la Californie a illustré donc cette année l'ampleur du phénomène climatique extrême favorisé par cette nouvelle donne. Et les données collectées donc confirment ces tendances générales liées aux concentrations de gaz à effet de serre. Le passage d'Irma a lui aussi témoigné donc des puissants cyclones qui ont tour à tour donc balayé les îles de Caraïbes, comme ici à Saint-Barthélemy, dévastées par des vents d'une rare violence. 2016 a battu donc tous les records puisque les thermomètres a affiché 1,2 degré de plus par rapport aux températures donc observées à la fin du 19e siècle qui servent donc d'une valeur de référence. Une annonce donc inédite sur l'effet du courant équatorial El Niño, mais donc l'accord de Paris donc de 2015 qui devait donc permettre de contenir donc ces réchauffements est déjà fragilisé par le retrait des États-Unis décidé donc par le président américain donc Donald Trump. Et ce fait divers donc Hussein en Russie, l'attaque à la hache dans une école, un adolescent donc a attaqué ses camarades dans une école en Sibérie et donc avant de mettre le feu à l'établissement grâce donc à l'aide d'un cocktail Molotov, ce qui a fait donc des blessés légers donc 7 jeunes ont été blessés dans cet accident.
Effectivement, donc Fardous, 7 jeunes ont été donc blessés, dont 2 donc grièvement. L'assaillant a lui donc tenté de mettre fin à ses jours. Le fait s'y sont donc déroulés à Oulan-Oudé, près de la frontière mongole. Ils surviennent quelques jours seulement après une attaque au couteau qui a fait donc 15 blessés dans une école de Berme dans l'Oural. Ces violences Fardous relancent le débat sur la sécurité des écoles en Russie, encore profondément marqué donc par la prise d'otages de Beslam Caucase en 2004, qui avait donc fait plus de 300 morts, en majorité donc les Fardous des enfants. Merci Hessène pour ces précisions. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.